Bonjour, bonjour, je vois que je suis déjà en live. Bonjour à tous. On fait un maximum de partage et puis on commence. Euh, je suis tellement amusé. Voilà, bon, ok, je viens juste de faire un petit partage. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Alors, comme je disais tantôt, je disais l'autre jour, je vais pas attendre parce que je serai pas long. C'est un live imprévu en journée comme ça et tout ça. Donc, vous savez, je suis pas toujours long quand je lance des lives imprévus. Alors, oui, bonjour les gars, bonjour. Je vois que vous êtes déjà connectés. Faites un maximum de partage et bipez tous ceux qui pourront être intéressés par le live, selon vous. Parmi vos amis, parmi vos proches et tous ceux que vous connaissez même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, partout, envoyez le lien, bipez. Et n'oubliez pas de mettre un maximum de cœur pendant que vous regardez le live. Vous tapotez juste le cœur, mettez un maximum de cœur pour sécuriser le live. Vous savez, ces gens sont en train de nous combattre. Vous voyez? Ils sont en train de nous combattre fort fort parce que les vérités ne font que sortir. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en ce moment, c'est une plaque tournante, n'est-ce pas? Pour l'émancipation de notre continent. Tous les traîtres seront démasqués. Tout le monde, tous ceux qui empêchent l'Afrique de progresser, d'évoluer depuis des décennies, depuis des siècles, tout cela, ils seront démasqués. Ils sont démasqués un à un. Chacun d'entre eux va avoir honte. Oui, parce que la jeunesse consciente a pris les devants. La jeunesse consciente a décidé de prendre la locomotive pour tirer les wagons. Et nous allons réellement émanciper cette Afrique qui peine à décoller. Vous savez, depuis, comme l'Afrique est sous-développée, là, les gens sont contents. C'est-à-dire, les étrangers, ils sont très contents parce que ça les arrange. Puisque c'est eux qui ont mis tout le système en place. D'ailleurs, et je vais tenir d'abord à préciser ici à tous ceux qui regardent ce live que je parle de l'Afrique. J'ai souvent très mal quand je parle de pays. Je parle beaucoup plus de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est notre terre-mère. Quand nous avons été divisés en blocs, les petits blocs, des gens se sont assis quelque part en 1884-85. C'est à ce qu'on a appelé la conférence de Berlin. C'est à partir de Berlin qu'on a décidé que toi tu es burkinabé, toi tu es malien, toi tu es sénégalais, toi tu es ivoirien, toi tu es camerounais, toi tu es congolais, et ainsi de suite. Toi tu es gabonais, toi tu es ainsi de suite. Toi tu es béninois, ainsi de suite. Ce n'est pas nous qui avons décidé de cette division, de cette partition. En fait, ils se sont assis et ils ont décidé, n'est-ce pas, de partager ce qu'ils avaient appelé à l'époque le gâteau. C'était un gâteau et chacun prenait sa part. Donc, si vous voulez seulement vous limiter à ces pays, ce que vous appelez pays, à travers des frontières qui ont été tracées, alors que vous n'étiez pas là, sans votre accord, ça veut dire que vous êtes encore très loin derrière. Il faut vite courir pour rejoindre le train. Voilà pourquoi, au-dessus de toute chose, je vais toujours parler de l'Afrique. Au-delà de toute chose, je vais toujours parler de l'Afrique. Voilà. Donc, ce qui se passe dans un pays qui se trouve sur le continent africain m'intéresse. Et ça me concerne directement. Donc, ceux qui vont venir avec les langages xénophobiques du genre, parlent des problèmes de tel pays ou parlent des problèmes de tel pays là, je vais d'abord leur dire bonjour, après je vais leur dire qu'ils ne sont pas à leur place sur ma page. Et donc, il ferait mieux de se désabonner. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vouloir sortir du joug colonial tout en restant dans le joug colonial. Et ceux qui vont venir parler de mon français, par exemple, comme ils sont souvent nombreux à venir dire que oh, le français, il faut bien parler français. Si seulement les Français la connaissaient, ma langue maternelle. Si le français la connaissait, ma langue maternelle. Voilà, donc c'était l'introduction, les gars. En attendant que les gens se connectent, moi, je vais directement commencer. Faites un maximum de partage, la famille, et mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de cœur.
On va commencer parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée depuis. J'essaie un peu de suivre d'autres actualités pour voir un peu, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens. Le commissaire des affaires politiques de la CEDEAO a fait un communiqué où il a dit que les chefs des états-majors des pays membres qui se sont assis dernièrement pour décider de la date de l'intervention militaire au Niger ont déjà acté et ils ont décidé de la date. Et donc, ils attendent seulement le mot d'ordre pour intervenir au Niger. Pendant que le monde entier travaille à préserver les vies humaines, c'est toujours nous, Africains, qui sommes en train de vouloir aller ôter des vies humaines. On s'arrange, on s'organise, on met les moyens, la logistique en place pour aller ôter des vies humaines. C'est toujours nous. C'est toujours nous, les Africains. Pendant que les Occidentaux, ils ont leurs problèmes, ils essaient toujours de résoudre sur les tables de dialogue. Nous, en Afrique, on décide toujours d'aller pour créer des morts. On fait ça comment? Bon, la question que moi je veux poser aux gens de la CEDEAO aussi avant de commencer, c'est la suivante. La France a fait partie, ses ressortissants du Niger. Plusieurs pays occidentaux ont fait partie leurs ressortissants qui vivaient au Niger. Le Sénégal qui est placé là, la Côte d'Ivoire qui est placée là, hein, le Bénin qui est placé là, est-ce que vous avez fait partie, vos ressortissants du Niger? L'autre jour, il y a des milliers et des milliers de Sénégalais qui ont manifesté devant leur ambassade au Niger. Des Sénégalais qui sont installés au Niger parce qu'ils sont chez eux au Niger. Ils sont là-bas depuis des années, des générations. Ils sont là-bas depuis, ils sont installés. Quand le président du Sénégal part au Niger, ce sont eux qui l'accueillent. Maintenant que le président du Sénégal s'assoit et il dit qu'il va aller intervenir militairement au Niger dans le but de remettre un homme déchu au pouvoir, est-ce que le président du Sénégal a donc pensé à ces milliers de compatriotes qui vivent au Niger? Quand le président de la Côte d'Ivoire décide qu'il faut intervenir militairement en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a pensé à ces milliers de compatriotes ivoiriens qui vivent au Niger? Quand le président du Bénin décide que non, il est pour l'intervention militaire au Niger, est-ce que le président du Bénin a pensé à ses compatriotes, ces milliers de compatriotes béninois qui vivent au Niger? Tous ces présidents de la CEDEAO qui se sont assis et qui ont décidé qu'il faut intervenir militairement au Niger, est-ce qu'ils ont pensé à leurs compatriotes qui vivent au Niger? Quand le président du Nigeria a décidé que non, il faut qu'on intervienne militairement au Niger, est-ce qu'il a pensé à tous ses compatriotes qui vivent au Niger? Par contre, avant de gueuler, les Français ont affrété des avions pour rapatrier leurs compatriotes civils qui vivaient au Niger. Parce que, en cas d'attaque militaire ou de déstabilisation ou de quoi que ce soit, ils mettent d'abord leurs concitoyens en sécurité. Donc, les Français ont mis leurs concitoyens en sécurité. Et ensuite, ils sont partis activer la ventouse de la CEDEAO, pousser ces chefs d'État véreux à mettre l'option militaire sur la table en priorité. Pourtant, dans le jargon diplomatique, on met toujours les négociations en priorité. Curieusement, nous, on n'a jamais vu ça sur cette planète. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, le direct bloc, mettez les cœurs. Ceux qui sont en train de regarder, mettez les cœurs, tout simplement. Mettez les cœurs, maximum de cœurs, je vous en prie.
On n'a jamais vu ça, comme je disais, sur le jargon diplomatique. C'est-à-dire qu'au lieu de privilégier le dialogue comme ça se passe normalement entre les hommes qui se respectent, entre les gens qui respectent les humains, la vie humaine, les gars ont directement gueulé jusqu'à ce qu'ils ont fait asseoir l'état-major des armées de la CEDEAO pour une éventuelle intervention militaire au Niger. J'ai posé la question aussi l'autre jour. Et d'ailleurs, je vais remercier tous ceux qui ont coupé mon direct de l'autre jour et qui ont partagé partout. J'ai vu beaucoup, sur beaucoup de pages. Cette partie-là où je demandais comment est-ce que cette intervention va se faire. Si, avant de vous asseoir pour intervenir militairement dans un pays comme le Niger, vous avez réfléchi, si vous partez pour décimer toute l'armée nigérienne, parce que l'armée nigérienne s'est ralliée au général Tiani et tous ceux qui ont pris le pouvoir. Donc, l'armée nigérienne est une et indivisible en ce moment. Donc, les armées de la CEDEAO là, est-ce que vous avez réfléchi que vous êtes en train de partir comme ça pour combattre l'armée d'un pays? Et si vous gagnez, vous finissez par tuer tous les militaires là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer, inventer d'autres militaires qui vont rester au Niger pour protéger et les Nigériens et Bazoum et consorts. En parlant de Bazoum. Donc vous êtes sûr que lorsque vous allez lancer une intervention, les militaires là vont regarder Bazoum comme ça, là il est en train de boire son chai. Ils vont attendre, vous venez les tuer et ensuite vous remettez Bazoum au pouvoir. C'est ça? Donc vous êtes sûr que vous allez trouver Bazoum en vie. Genre, vous n'avez pas réfléchi que les militaires là peuvent voir qu'ils sont en mal. Les gars bolent avec lui, ils finissent avec lui une fois. Que bon, ok, comme on est en mal, on finit avec lui. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Que vous-même, par vos sorties bizarres, là, vous êtes en train de mettre la vie de Bazoum en danger. Sa vie a toujours été préservée jusqu'à présent. Et là, quand vous menacez, vous êtes en train de mettre sa vie en danger. Parce que les militaires là peuvent se lever du jour au lendemain et dire que bon, Bazoum, toi c'est bon, comme on t'utilise pour nous menacer là, les gars font pang pang bum, on l'enterre. Quel sera encore votre alibi? Ou votre prétexte, autant pour moi, pour aller intervenir au Niger? Les militaires là, ils sont même trop gentils. Parce que quand on voit Bazoum là, il est là, on l'a seulement gardé dans une maison là. Compaoré n'a pas donné cette chance à Sankara. Mobutu n'a pas donné cette chance à Lumumba. Donc, nous sommes tous heureux que ces militaires aient quand même du bon sens. Parce que les gars pouvaient partir, ils prennent Bazoum dans la nuit, ils mettent, pim, le gars tombe, et après ils viennent vous dire qu'il y a un garde du corps de Bazoum qui l'a killam, et eux ils ont killam le garde du corps de Bazoum, et c'est comme ça là qu'ils prennent le pouvoir. Vous allez faire comment pour savoir? Les militaires là sont très honnêtes. Ça c'est le coup d'état le plus propre, le coup d'état militaire le plus propre que j'ai jamais vu. Pas de mort, pas de tir, rien. C'était propre, tellement propre même. Les gars auraient pu, comme je dis encore, éliminer Bazoum et éliminer un militaire, un garde du corps de Bazoum. Vous dites que c'est le garde du corps de Bazoum là qui a tué Bazoum. Et eux, ils ont tué directement le garde du corps et ils sont en train de mener une enquête. Mahamat Idriss Déby, il n'a pas donné le lait à son père. Idriss Déby, jusqu'à aujourd'hui, il est décédé comme il est décédé là. L'enquête autour de la mort d'Idriss Déby là, c'est comment? Parce que c'est trop facile de dire qu'Idriss Déby est parti au front et une balle l'a touché. Une balle a touché Idriss Déby comment? Un général. Le général ne part pas sur le terrain, il est toujours entouré de ses gardes partout. Hein? Le général reste toujours dans le bunker, c'est là-bas qu'il dirige les opérations. Alors la balle qui a tué Idriss Déby sortait d'où? On a attaqué le camp du général. Comment est-ce qu'on a attaqué le camp du général? Ça s'est passé comment? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse.
Mais vous êtes parti mettre son fils au pouvoir en pian. Donc les militaires là, le général Tchiani, je lui tire encore un grand coup de chapeau. C'est un homme très intelligent, un bon stratège. Il a décidé de maintenir Bazoum en vie et en bonne santé. Malgré la haute trahison de Bazoum, parce que Bazoum est accusé aujourd'hui de haute trahison. Donc vous allez faire ça comment? En parlant maintenant de Bazoum, je viens maintenant sur le peuple nigérien. Il y a eu des manifestations depuis encore l'autre jour. Il y a des milliers et des milliers de Nigériens qui disent qu'ils veulent même s'enrôler dans l'armée du Niger. Ils sont des volontaires. J'ai dit des milliers, voire des millions. Ils disent qu'ils sont des volontaires. Ils disent qu'ils sont des volontaires pour défendre le Niger contre une éventuelle intervention de la CEDEAO. Donc, vous allez partir intervenir là-bas et tuer les Nigériens là. Ils disent qu'ils vous attendent. Mes chers, ils disent qu'ils vous attendent de la CEDEAO. Les gars, commentez, je ne vois pas vos commentaires. Commentez, je ne vois pas vos commentaires. Commentez pour que je puisse voir vos commentaires et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand le live passe et que les cœurs ne montent pas, c'est pas bon. Mettez les cœurs, ça ne coûte pas d'argent. Mettez juste ces cœurs-là. C'est tout ce qu'on vous demande pour protéger nos pages et protéger les lives. On a déjà tellement restreint nos pages. Si vous ne nous aidez pas, on ne s'en sort pas. Le peuple nigérien, dans sa grande majorité, soutient les nouveaux dirigeants du Niger. Et vous, les gens de la CEDEAO, vous n'avez jamais veillé à ce que le peuple du Niger soit vraiment un peuple à l'aise. Parce que c'est votre rôle. Le rôle de la CEDEAO, n'est-ce pas, c'est de travailler de telle sorte que tous les peuples des pays membres de la CEDEAO aient quand même le strict minimum, soient quand même à l'aise. Mais on se rend compte que le peuple du Niger vit dans une pauvreté absolue pendant que les dirigeants du Niger sont des bourgeois de la bourgeoisie. C'est quoi? Vous avez peur que les militaires là nous sortent les contrats miniers que Bazoum et Issoufou et consorts ont signé avec les Occidentaux? Vous avez peur, ça va sortir. C'est en route. Ça va sortir. Tous les contrats miniers là, partout où vous donnez la priorité aux Occidentaux, en échange d'un petit pourcentage, ça va sortir. Tout ça, on va connaître. Donc vous voulez aller tuer les Nigériens qui soutiennent mordicus ces militaires qui ont pris le pouvoir. Parce que vous êtes en train de nous parler de légalité. Mais là, moi je vous parle de légitimité. Quand il y a la légitimité, la légalité n'a plus de sens. Je vous prends un exemple. Ah, Kano, bonjour, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien, Kano Willy. Je vois les cœurs, je vois les cœurs. Continue de mettre les cœurs, merci mon frère, merci pour le soutien. Moi, je vous parle de légitimité. Je ne vous parle pas de légalité. Parce que si on veut parler de la légalité, on dira que Hitler avait raison à l'époque où il s'en prenait au peuple que vous connaissez. Parce que en Allemagne, c'était légal. On vous dira que l'esclavage même était légal, que c'était une bonne chose. Que l'esclavage était une bonne chose, autant pour moi. Parce que l'esclavage en son temps était légal dans vos pays. C'était légal d'avoir des esclaves, posséder des êtres humains. C'était légal. Mais est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était même légitime? L'apartheid en Afrique du Sud était légal. C'était une loi, autant pour moi, c'était légal. Les Blancs ne se mélangeaient pas avec les Noirs, il y avait une frontière. C'était légal. Mais là, on ne parle pas de légalité parce que la légalité, les lois, vous pouvez les fabriquer comme vous voulez. Oui, Bazoum est le président
légalement élu, oui, élu par les unes, démocratiquement élu, comme vous dites. Oui, c'est le président légal. Il était le président légal. Maintenant, il ne l'est plus. Parce que la légitimité a pris le dessus. La souveraineté que représente le peuple a pris le dessus. Donc, vous n'avez aucune légitimité pour intervenir dans les affaires du Niger. Restez avec votre légalité, vos lois. Mais lorsque le peuple qui est souverain intervient et prend position, c'est la position du peuple qu'on doit adopter. Parce que la souveraineté du peuple est au-dessus de toute légalité. Prenez des notes. Je répète, la souveraineté du peuple est au-dessus de toute légalité. Bazoum est peut-être président légal aujourd'hui, mais il n'est plus légitime parce que le peuple souverain a tranché et le peuple souverain a pris parti pour ces militaires, le général Tiani et ses collègues qui ont pris le pouvoir. C'est le peuple qui tranche. On aurait encore cautionné une intervention de la CEDEAO si le peuple était contre le coup d'État. Si le peuple était contre le coup de force, autant pour moi. Et qu'il y avait des manifestations contre le général Tiani, et que le général Tiani et ses éléments ouvrent le feu sur le peuple, à ce moment-là, votre intervention devient légitime. Elle devient légale et légitime pour sauver le peuple souverain qui est attaqué. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Le peuple a pris position dans sa grande majorité. Le peuple a pris position et le peuple a dit nous soutenons le général Tiani qui a pris le pouvoir. C'est la même chose qui s'est passée au Burkina, en Guinée, au Mali. Le peuple prend position pour ceux qui ont pris le pouvoir dont vous ne pouvez rien. C'est le même peuple qui a élu Bazoum. C'est ce même peuple-là qui décide qu'ils ne veulent plus de Bazoum au pouvoir. On doit encore vous expliquer ça. La mamaille que vous faites avec les Occidentaux pour piller les ressources, là, ça va, c'est fini. C'est fini. On vous a dit que c'est fini parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a une jeunesse aujourd'hui consciente, une jeunesse qui réfléchit loin, une jeunesse qui comprend les enjeux géopolitiques, géostratégiques et consorts, géoéconomiques, tout ça. Ils comprennent déjà. L'outil Internet que vous voyez ici, là, c'est un peu comme une personne qui crache en l'air, ça retombe sur son visage. Vous nous avez donné l'outil Internet, oui, vous êtes fort, vous avez fabriqué l'outil Internet. Maintenant, nous, on utilise ça pour comprendre votre supercherie. Grâce à l'outil Internet aujourd'hui, nous sommes encore plus informés. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons ce que vous avez fait, nous savons. Nous sommes au courant. Tout ce que vous fabriquez dans les chambres noires, nous sommes au courant. Un autre point encore, mes chers de la CEDEAO, mes chers dirigeants. Vous n'avez pas vu que le Mali, la Guinée, le Burkina Faso ont pris fait et cause pour le Niger? Vous n'avez pas vu que si vous essayez d'attaquer le Niger, c'est-à-dire que s'il y a un seul militaire qui dit qu'il est militaire de la CEDEAO, qu'il mette ses pieds au Niger, c'est une guerre déclarée contre la Guinée, contre le Mali, contre le Burkina Faso en plus du Niger. Vous allez supporter. Vous allez supporter. Parce que laissez-moi vous rappeler que les pays que je viens de citer là ont des militaires les plus aguerris de la sous-région. Parce que ce sont les gens qui sont au combat en permanence. Ce ne sont pas les militaires gros ventres que je vois dans les autres pays là. Dites-moi un peu parmi vos pays, les militaires sénégalais, les militaires ivoiriens, les autres là, vous êtes au front à quel moment?
Vous êtes au front à quel moment? Vous allez partir affronter les Burkinabés, les militaires burkinabés, vous allez les affronter, les militaires maliens, vous allez affronter les militaires guinéens, les gens qui sont au front chaque jour, ou bien même les militaires nigériens, vous allez les affronter, les gars qui font face à toutes les difficultés au quotidien. Hein? Non, moi je ne parle pas de l'Algérie. Moi je ne considère pas ces pays-là comme étant des pays africains. Je ne parle pas de l'Algérie. Je parle seulement de nos pays subsahariens là. Vous allez faire ça comment? Ou alors vous êtes des blagueurs. C'est pour ça qu'il dit que le deuxième nom de la CEDEAO c'est Aïcha. Ils font ça juste pour garder la face. Parce que lorsqu'on regarde tous les paramètres, on là, on ne comprend pas par comment une intervention peut survenir au Niger. Impossible. Impossible. Oui, Xavier Choupi, si les soldats français n'avaient pas bloqué l'avancée de l'armée malienne en son temps, mais l'armée malienne aurait fait un travail extraordinaire du côté de Tombouctou là-bas. Allez suivre, n'est-ce pas, les interviews de Assimi Goïta. Il va te dire ce qu'ils ont subi sur le terrain avec les soldats français. Ils vont te dire, ils vont vous dire. Mais c'est terrible. C'est-à-dire, on dirait que notre continent ne nous appartient plus. Tout ça à cause des chefs d'État véreux et des systèmes corrompus qui pensent qu'ils peuvent mettre la légalité au-dessus de la légitimité. Quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. Ça veut dire que le peuple peut t'élire aujourd'hui. Le lendemain, il décide qu'il te chasse et il va te chasser. Tu n'y peux rien. Tu peux être président pour 10 ans. Le peuple décide de te descendre après 1 mois parce que tu ne fais pas ses affaires. Le peuple te descend et change de président. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple est souverain. La souveraineté, c'est au-dessus de tout. La constitution d'un pays, c'est le peuple. Pour le peuple, par le peuple. C'est le peuple qui représente ce qu'on appelle la constitution. C'est pour ça qu'on dit que la constitution est une affaire inébranlable. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit comment les présidents jouent avec la constitution à gauche, à droite. Hein? Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Le peuple, c'est la constitution. Le peuple est souverain. Le peuple n'a jamais tort. Jamais. Jamais. Parce que c'est lui le vrai patron. Les présidents ne sont pas les patrons. Ils n'ont pas le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays, notamment le Cameroun, le peuple ne connaît pas sa force. C'est le peuple qui a le vrai pouvoir. Le pouvoir même, c'est au peuple. C'est lui qui décide de laisser un dictateur comme le grand-père Sadina Bimvondo au pouvoir pendant 43 ans sans rien faire. C'est le peuple qui décide. Sinon, aucun homme sur la planète ne peut combattre contre 10 millions, 20 millions, 30 millions. Aucun homme sur la planète. C'est parce que le peuple laisse que les dirigeants font 40 ans, 50 ans au pouvoir. Mais quand le peuple décide, regardez Compaoré. Il y avait plus puissant que Compaoré là-bas en haut, en Afrique de l'Ouest. Compaoré était comme un dieu. C'était lui qui coordonnait tout ce qui se passait en Afrique de l'Ouest. Mais le jour où le peuple a décidé, le gars est tombé. Il est tombé. Kaboré est venu. Le peuple a compris que Kaboré c'est un autre francophone. Il est tombé. Il s'appelait comment? C'était Damimba. C'était Damimba. Donnez-moi son nom en commentaire là. Celui qui est aussi tombé et qu'Ibrahim Traoré a pris à sa place. C'est Damimba, je crois. Lui aussi, il est tombé. Parce que le peuple a décidé. C'est le peuple qui a le réel, qui détient le réel pouvoir et non les hommes qu'on appelle hommes d'État. Ils ne sont rien. Voilà la preuve, non? Hier, Bazoum, on appelait encore monsieur le président. Aujourd'hui, on appelle Bazoum comment?
On appelle Bazoum comment aujourd'hui? Pourtant, hier, c'était encore Monsieur le Président, tous les honneurs. Quand il sort, c'est le cortège présidentiel. Oh, partout, les gardes partout, vous menacez le peuple. Avec les armes. Aujourd'hui, Bazoum est où? Bazoum est encore président. Quand si Bazoum, tu rencontres Bazoum maintenant au supermarché, tu vas dire quoi, Monsieur le Président? Alpha Condé est où? Ce n'est pas Compaoré qu'on a vu dans une boutique quelque part là-bas en Côte d'Ivoire en train de manger le pain blanc et le topanana. Blaise Compaoré. Il était assis là comme ça là dans une boutique en Côte d'Ivoire. Il mangeait le pain blanc avec le topanana. Et après vous allez me dire que ce sont des hommes de pouvoir. Ils ont quel pouvoir? En réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Et c'est la même chose pour tous ceux qui sont à la CEDEAO aujourd'hui là. Tous ceux qui sont à la CEDEAO aujourd'hui là. En réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Les gars exercent juste le mandat qui leur a été remis par le peuple. Et si le peuple décide de récupérer ce mandat, il va récupérer. Donc tous les dirigeants qui sont assis aujourd'hui disent qu'ils sont dirigeants de la CEDEAO, ils veulent bagarrer, ils veulent combattre, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela là. En réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Ça veut dire que le peuple-ci, le même peuple-ci peut décider aujourd'hui que bon, vous de la CEDEAO là, c'est bon, c'est fini pour vous. Les gars tombent tous comme des mouches. Comme des mouches. Maximum de partage, la famille, s'il vous plaît. Faites un maximum de partage. Atteignons quand même un bon seuil de partage. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on discute un peu de cette affaire africaine-là. C'est trop amusant. C'est amusant. Retenez. On n'a pas besoin d'être professeur d'université pour dire ça. Retenez bien que le peuple là, le peuple, lui, c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Et chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Donc, chaque président, membre des pays membres de la CEDEAO là, ceux qui décident d'utiliser la force de l'arme, cette abomination qui ne sème que la désolation à son passage. Ceux-là, ils peuvent être chassés du jour au lendemain. Il faut leur rappeler qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils doivent respecter la volonté du peuple nigérien. La volonté du peuple nigérien aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent plus de Bazoum. C'est tout. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo où les manifestants donnaient 2 semaines, ou c'est 2 semaines, aux 1500 soldats français qui se trouvent au Niger actuellement des déguerpis. Et moi, je ne comprends pas cette histoire où vous êtes chez les gens, ils vous demandent de partir, vous dites non, vous ne partez pas. Mais il faudrait donc que des contingents militaires africains aillent installer des bases militaires en France. Qu'on fasse la réciprocité. Il faut qu'on aille installer des bases militaires en France parce que ça devient déjà du n'importe quoi. Comment vous pouvez être dans le pays des gens? Ils vous disent, partez. Vous dites, on ne part pas. Qu'est-ce qui vous donne ce droit? Qu'est-ce qui vous donne le droit de contester la décision d'un peuple souverain? Au nom de quoi? De la légalité d'une certaine élection qui pourrait même être une élection truquée? Hein? Qu'est-ce qui leur donne le droit de dire qu'ils ne partent pas? Mais vous êtes chez les gens ne veulent plus de vous, partez! Je veux poser une question simple. Selon vous, qui finance la CEDEAO? La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Qui finance la CEDEAO?
Trouvez qui finance la CEDEAO, vous allez trouver qui se cache derrière cette décision inopportune de la CEDEAO. Qui finance la CEDEAO? Bloquez-moi Fousseini Koné là, s'il vous plaît, bloquez-le. Bloquez-moi le tarot là, un tarot comme ça qu'on doit manger avec la sauce jaune. Bloquez-le, attendez-moi, je le bloque. Toto comme ça là, voilà, bloqué. Pata, on parle de l'Afrique. Le Toto vient nous dire qu'il faut aller parler du Cameroun. C'est exactement ce que je vous disais là tout à l'heure. Des Africains qui sont toujours là. Il va te dire, je suis Ivoirien, je suis Burkinabé, je suis Sénégalais, je suis Malien. Après, en même temps, il va te dire, les Occidentaux là, vraiment, ils ne nous aiment pas. Ils doivent partir de l'Afrique. Mais il est quand même fier de te dire qu'il est Ivoirien. Quand on dessinait les frontières de la Côte d'Ivoire là, quel Ivoirien était présent dans la salle? Quand on dessinait les frontières qu'il y a dans tous les pays en Afrique là, quel Africain était présent dans la salle à la conférence de Berlin en 1884, quand ils ont décidé de diviser l'Afrique et partager chacun, l'autre a pris le Congo, l'autre a pris le Cameroun, l'autre a pris ainsi de suite. Quel Africain était dans la salle? Pourquoi aujourd'hui, nous soyons en train de nous battre pour les États-Unis d'Afrique? Des petits individus vont venir nous dire, parle de ton pays. Mon pays, c'est lequel? Tu m'as donné une nationalité? Non. J'ai la nationalité africaine. Allez dire. Il a été bloqué depuis. Et passez ce message à tous ceux-là qui ont souvent ce langage. Mettez beaucoup de cœur, je vous en prie. Mettez beaucoup de cœur, la famille. Mettez beaucoup de cœur. Parce que je vois à peine vos commentaires. Je vois seulement 1-2 commentaires. Pourtant, vous êtes plus de 500 dans le live. Je vois seulement 1-2 commentaires. 1-2 commentaires. C'est pas logique. Parce que plus vous commentez, plus je vais voir les commentaires monter. Et plus le live aura le goût. Parce qu'un live sans commentaire, ça n'a vraiment pas le goût. Je vois seulement que les gens se connectent, mais je ne vois aucun commentaire. Mettez les cœurs et commentez. Chaque Africain doit se sentir concerné par tout ce qui se passe en Afrique. Par tout ce qui se passe en Afrique, chaque Africain doit se sentir concerné. Le Niger, comme on dit le Niger, là, c'est l'Afrique. Et nous sommes en train de travailler pour mettre en place ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Une Afrique sans frontières, passeport unique, monnaie unique, armée unique, comme aux États-Unis. Voilà ce qui fait la force d'un peuple. Et nous allons arriver. Il y aura un passeport unique en Afrique. Il y aura une armée unie en Afrique. Unique en Afrique. Il y aura une monnaie unique en Afrique. Voilà comment nous allons déposer notre pied sur cette planète. Les gens sont partis à la conférence de Berlin, ils ont décidé de nous diviser pour mieux nous appauvrir, nous esclavagiser. On va te dire que le problème du Béninois, ce n'est pas le problème du Togolais. Pourtant, c'est le même peuple, frère. Le même peuple. Ils parlent la même langue. Quand on veut dominer un peuple, on détruit sa culture. Et on lui apprend la culture du colonisateur. De celui qui vient dominer. Il efface ta culture et il impose la sienne. C'est comme ça qu'on domine un peuple. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Tu n'es pas français. Tu n'es pas burkinabé. Tu n'es pas malien. Tu n'es pas sénégalais. Tu n'es pas camerounais. Tu n'es pas centrafricain. Tu n'es pas béninois. Tu n'es pas zimbabwéen, ougandais, sud-africain. Tu es africain tout simplement. Parce qu'aux États-Unis là-bas,
Ils disent je suis américain, donc ils se sont appropriés le continent américain. Vous ne comprenez pas quoi? Quand tu vas demander là-bas aux États, on dit bien les États-Unis d'Amérique. Mais seulement ce n'est pas le seul pays en Amérique. Il y a le Canada qui est en Amérique. Il y a le Mexique qui est en Amérique. Le Paraguay en Amérique. Le Brésil en Amérique. Costa Rica, c'est en Amérique. Il y a beaucoup de pays en Amérique. Mais lorsque tu vois un citoyen des États-Unis d'Amérique qui se trouve en réalité en Amérique centrale là-bas, quand tu vois un citoyen, tu lui demandes, mais tu es d'où? Il te dit, je suis américain. Il ne te dit pas, je suis des États-Unis d'Amérique. Il te dit, je suis américain. C'est-à-dire, il s'approprie le continent américain. Mais lorsque tu vas demander à un Canadien, que, mais tu es d'où? Il va te dire, je suis Canadien. Tu vas demander à un Brésilien, il va te dire, je suis Brésilien. Tu vas demander à un Mexicain, il va te dire, je suis Mexicain. Tu lui demandes, mais le Mexique se trouve où? Il va te dire, ça se trouve en Amérique. Mais quand tu vas demander à quelqu'un, un ressortissant des États-Unis, que tu es d'où, il va te dire, je suis américain. C'est-à-dire, ils se sont appropriés tout le continent américain. Il ne te dira jamais, je suis de Washington, je suis du New Jersey, ou bien je suis de Californie, ou je suis de quoi. Non, là-bas, ce sont les États. Mais il va te dire, je suis américain, américain. Quand vous voyez sur les plateaux télé, on dit le président américain. Le président américain. Pourtant, l'Amérique, ce n'est pas eux. Et ils ne sont même pas majorité en Amérique. Donc, vous comprenez comment est-ce qu'on s'approprie quelque chose? C'est exactement ça. Et en plus, les États-Unis, là, c'est comme ça un pays qui a été dominé par l'Angleterre. Parce que ce sont des colonies anglaises et australiennes et consorts, irlandaises et consorts qui sont allés constituer ces États-Unis d'Amérique-là. Donc, ils sont quittés du continent européen. Ils sont partis dominer une partie du continent américain. Ils ont décimé les Amérindiens, les Américains de souche. Ils les ont décimés et ils ont pris le continent. Ils se sont appropriés de cette identité. Toi, Africain, tu arrives en Afrique, tu dis, je suis burkinabé, hein, va parler des problèmes du Cameroun. Et après, tu veux que le monde te respecte. Mbenyu, Chouane. Qui va te respecter? C'est dans cette division-ci que l'Afrique est maintenue dans la pauvreté absolue. C'est à cause de cette division-ci qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour l'émancipation de l'Africain. Et tout ça, ça va changer. Demain, quand on va demander à mon fils que tu viens d'où, il va te dire, je suis africain. Il ne dira pas que je suis camerounais, je suis centrafricain. Je suis en train de vouloir enseigner ça à tous mes enfants. Il te dira partout où il ira, je suis africain. Un point, un trait. Et cette Afrique-là, nous la voulons et nous l'aurons. Cette Afrique sans frontières, où quand tu veux te déplacer, tu te déplaces librement. Cette Afrique sans frontières, où tu utiliseras la même monnaie partout. Les dirigeants de la CEDEAO, là, j'espère que vous écoutez bien, parce que vous vous plaisez dans la division. Et vous avez envie de combattre ceux qui veulent réellement le changement en Afrique. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Les choses ne marcheront pas comme ça. On vous a à l'œil. Comme la jeunesse consciente a compris là, c'est comme ça vous aussi vous allez tomber. Tous. Tous vous allez tomber. Il y en a ras le bol. Vous jouez le jeu des anciens colonisateurs. Et ces anciens colonisateurs-là vont passer le temps tous les jours à dire, mais nous, on ne fait plus rien en Afrique. On ne fait plus rien en Afrique. Oui, c'était avant. La colonisation, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Nous, on n'a plus rien à voir. Alors qu'il y a toujours des néocolons, des pions là, qui sont à la tête de nos États.
au lieu de travailler pour le bien-être du peuple, ils travaillent pour leur bien-être et celui des Occidentaux, qui les soutiennent dans ces pouvoirs-là. Quand un président permet qu'on exploite le pétrole brut dans son pays et qu'on transporte ce pétrole brut pour aller le raffiner ailleurs, ensuite, le même président s'en va acheter le pétrole qui a été raffiné ailleurs pour venir approvisionner son pays. On appelle ça comment? On appelle le genre d'homme là comment? Quand un président permet aux étrangers de venir exploiter, détruire les forêts en Afrique, porter le bois brut, partir ailleurs, transformer. Ensuite, quand on a besoin du cul-dent, on peut acheter chez eux pour venir approvisionner le pays. On appelle ça comment? On appelle ce genre de président comment? On appelle ce genre de président comment? Ce n'est pas les sorciers. Vous pensez que la sorcellerie est mystique? Quand un président permet qu'on exploite le fer brut, on part avec brut, on part transformer ça ailleurs. Et quand on a besoin de fer dans son pays qui est normalement producteur de fer, on va encore acheter chez la personne qui est venue exploiter le fer brut et aller transformer chez lui. On va acheter ça au prix du produit fini pour venir utiliser. Pour venir utiliser quand on a besoin. On appelle ça comment? Même chose pour toutes les matières premières qu'il y a en Afrique. Pour toutes les ressources qu'il y a en Afrique. C'est pareil. On appelle ça comment? Le Botswana a compris. Le Botswana a compris depuis qu'il faut soi-même exploiter ses ressources, les transformer sur place, car ça donne du travail au Botswanais, et revendre au prix qu'on aura voulu. C'est comme ça que le Botswana exploite son diamant depuis et se développe. Le Botswana, c'est un petit paradis. Mais au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays dits francophones, que ce soit n'importe qui jusqu'aux Chinois, on leur donne le permis pour exploiter brut et partir chez eux transformer. On a besoin d'une monnaie. On sait très bien que la valeur d'une monnaie repose sur ta quantité d'or. Si je ne me trompe pas, s'il y a des économistes, pardon, intervenez, dites-moi si je me trompe. Tu as l'or chez toi en quantité. Tu as l'or brut dans le sol. Mais tu ne veux pas transformer l'or chez toi pour avoir des bonnes réserves d'or afin de soutenir une bonne monnaie. Non. Tu vas donner l'or brut, les mines d'or. Tu vas seulement distribuer les mines d'or aux étrangers. Ils vont prendre, ils vont partir avec. Et quand tu as besoin d'or, tu vas encore partir les voir pour qu'ils te donnent les lingots déjà finis. Et tu vas acheter ça à un prix extravagant. Pourtant, tu leur as donné ça à la base au prix de rien. Pourquoi ne pas industrialiser nos pays, transformer nos matières premières sur place, ce dont nous avons besoin? Parce que retenez ceci, ce dont nous avons besoin n'est pas forcément ce dont les autres ont besoin. Parce que les autres viennent là, ils prennent l'uranium parce qu'ils ont réellement besoin de ça. Nous, je ne pense pas que nous, en Afrique, on ait besoin de l'uranium parce qu'on a tellement de cours d'eau capables de produire de l'électricité qu'on n'a réellement pas besoin de s'encombrer avec les déchets radioactifs de l'uranium. Hein. Donc, si eux, ils ont besoin de ça, ça ne veut pas dire que forcément, nous, on a besoin de ça parce que nous ne devons pas vivre selon leur mode de vie à eux. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, quand les présidents se comportent comme ils se comportent là, dites-moi un peu, ce ne sont pas des sorciers? Est-ce qu'on ne doit pas les chasser?
Bon, dites-moi, quelles sont les réformes minières qui ont été faites par Bazoum au Niger? Sur quoi se base votre argumentaire selon lequel on devait laisser Bazoum exercer son pouvoir rien que parce qu'il aurait été élu démocratiquement, c'est tout. Donc, il suffit que quelqu'un soit élu démocratiquement, il ne travaille pas bien, il ne fait rien. On le regarde là, on le laisse, c'est ça? Non. Dites-moi, quels sont les contrats miniers que Bazoum a signés avec les étrangers et à quel prix, à quel taux? Quoi? Dites-nous. Présentez-nous les contrats miniers, parce que c'est d'abord ça. Vous savez que toutes ces sociétés-là, arrivent à machin, ils viennent là rien que pour notre sous-sol. Et donc les présidents se battent pour aller essayer d'avoir leur quote-part dans ces contrats miniers. C'est ça, hein, les contrats que vous voyez, les contrats miniers là, c'est la base de tout. On est dans nos pays, on a le gaz, on a le pétrole, on a presque tout, on a le fer, on a le cobalt, manganèse, on a le bois. Mais partons du pétrole, on a le pétrole en quantité incroyable, mais on n'a pas de route bitumée. Comment? Alors que le goudron est un dérivé du pétrole. C'est-à-dire, c'est quand on raffine le pétrole qu'on trouve le goudron. Et c'est ce goudron qu'on utilise pour bitumer les routes. Alors, comment on peut être des propriétaires de pétrole, les propriétaires même presque exclusifs de pétrole, mais on n'a pas de route bitumée? Quand on a besoin de construire nos routes, on lance un appel d'offres international. Ces gens-là vont venir gagner des marchés, des milliards pour construire nos routes et ils vont aller acheter le goudron ailleurs. Pourtant, nous-mêmes, on pouvait raffiner notre pétrole et utiliser tous ses dérivés. Parce que dans le pétrole brut, on va trouver l'essence, le gasoil, le goudron et le pétrole du ménage. Mais lorsque les gens viennent prendre le pétrole brut, ils partent raffiner chez eux, et ils profitent de tous ces dérivés-là. Et après, ils viennent nous vendre à leur prix. Un prix qui a été décidé quand nous, on n'était même pas là. Voilà, c'est terrible. Quand des présidents continuent de maintenir ce même système-là, on va les appeler comment? Ce ne sont pas des vampires. Mettez les commentaires, les gars. Je veux voir beaucoup de cœurs d'abord sur la vidéo avant de continuer. Beaucoup de cœurs. Et je veux voir aussi 500 partages, parce que vous êtes plus de 500. Je veux voir 500 partages, la famille. On veut que les ressources de nos pays puissent profiter aux citoyens de nos pays. Que les ressources africaines puissent profiter aux citoyens africains. C'est ça qu'on veut. C'est trop, on ne demande même pas. C'est ce qu'on doit mettre en place. Parce que c'est déjà de trop. C'est de trop. Et c'est exactement, effectivement, ce que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens sont en train de faire. Et c'est ce qui sera fait au Niger. Et c'est ce qui sera fait dorénavant en Afrique. Nous avons la capacité de décider à combien on veut vendre nos ressources. Et non que les autres viennent décider à nos places. Si désormais quelqu'un veut exploiter quelque chose chez nous, il va devoir marcher selon nos conditions et non selon les siennes. Mais comment est-ce que les gens viennent exploiter le pétrole, comme au Congo par exemple? Les gens sont en train d'exploiter le pétrole depuis des décennies. Et les autorités congolaises ne connaissent pas la quantité de pétrole qui est exploitée par jour. Le nombre de barils de pétrole qui est sorti par jour. Tout ce que les autorités congolaises connaissent, c'est ce que l'exploitant est venu leur dire. C'est-à-dire qu'il va peut-être extraire 10 000 barils de pétrole par jour, mais il va venir dire aux autorités congolaises que, bon, vous voyez, moi j'extrais seulement 10 barils par jour. Et les autorités congolaises valident. C'est donc ça, cette mafia. Par réseau Al-Aouda, effectivement, j'ai parlé de ça.
qu'on doit d'abord s'unir, parce que c'est dans l'union qu'on va faire tout ce que je vous dis là. Tant que nous sommes divisés, on ne pourra rien. Tant que nous sommes divisés, on ne pourra rien. Toutes les ressources africaines doivent profiter à l'Afrique. Et pour ça, il faut s'unir. D'abord, il faut les États-Unis d'Afrique. Un seul pays, une armée, une monnaie, une banque centrale. Et puis les histoires qu'on va aller fabriquer notre argent quelque part et puis on nous dit comment ça monte, comment ça descend. Quand ils sont fâchés, ils vont dévaluer notre monnaie. On ne doit compter sur personne. Même pas sur les pays où vous dites la Russie ou quoi. Parce que Poutine peut tomber aujourd'hui où je vous parle là. Et puis son successeur vient, celui qui va le remplacer va venir marcher selon ce que l'Occident veut. Oui, Poutine peut tomber aujourd'hui comme il peut tomber demain. L'Africain ne doit compter que sur lui-même, lui seul et personne d'autre. Nous avons les moyens. Nous avons les moyens humains. Et nous avons une force. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes les plus nombreux sur cette planète. Nous sommes les plus nombreux. Regardez les Chinois. Ils sont au nombre de combien? Mais avant, la Chine était divisée. La Chine était divisée. Même l'Inde que vous voyez là était divisée. Mais ils ont compris qu'il faut unir toute l'Inde. Les Chinois ont compris qu'il faut unir toute l'Afrique. L'Europe aujourd'hui même comprend qu'il faut unir l'Europe. C'est pour ça qu'ils parlent de l'Union européenne. Regardez l'Angleterre. Ce que vous appelez l'Angleterre aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni. C'est maintenant le Royaume-Uni. Une union de plusieurs pays. Même reine, même roi. Parce que c'est le roi maintenant. Même roi, même monnaie. Tout. Pourtant, à la base, c'était 4 pays. L'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord. Donc, si les autres parviennent à se mettre ensemble et former une union, pourquoi pas nous? Vous allez me parler de l'Union africaine. C'est quoi ça, l'Union africaine? Ça sert à quoi? De la foutaise. Vous allez me parler de la CEMAC, la CEDEAO, ça sert à quoi? Foutaise. On doit s'unir comme la Chine s'est unie là. Allez lire l'histoire de la Chine. La Chine était divisée. La Chine est unie aujourd'hui. Elle est devenue tellement puissante. Quand vous regardez les Émirats Arabes Unis, Émirats Arabes Unis, il n'y a qu'en Afrique qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Jusqu'à les gens vont s'asseoir, ils vont décider qu'ils vont partir intervenir militairement dans un pays que oh, le président est tombé, oh c'est monté. Si c'est moi, les autorités nigériennes et les Guinéens et les Burkinabés et les Maliens, vous voyez un peu non? On sort notre part d'union. C'est qu'on va dézinguer tout. On va dézinguer tout. Si c'est moi, eux, on décide qu'on crée notre union avec tous les autres pays qui veulent. Et les autres vont suivre. On va encore voir sur quelle base est-ce que les gens qui disent CEDEAO vont s'asseoir et dire qu'ils vont aller attaquer militairement un pays souverain. Comment? Ce ne sera plus un seul pays que vous allez attaquer. Vous allez attaquer une union. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Et je répète que lorsqu'on parle de souveraineté, on parle du peuple. Donc quand on dit souverain, là, ça veut dire moi-même, je fais partie de cette souveraineté. Ce n'est pas parce que je suis dans le pays qu'on a appelé Cameroun. Non. Je suis nigérien à la base. Je suis camerounais. Je suis africain en réalité. Voilà le langage que chaque Africain doit utiliser à partir de maintenant. Tu es africain. Je suis machin. Kamit Sunda, j'ai compris le problème depuis. Ce n'est pas une histoire de problème de fond. Je suis contre ceux qui disent qu'il faut laisser les présidents africains pour s'attaquer à la France. Déjà, tu ne m'as même pas vu m'attaquer à la France, déjà. Parce que ce n'est pas la France notre problème en Afrique.
Notre problème en Afrique, effectivement, ce sont les dirigeants véreux là, qui vendent nos pays à la France tous les jours, qui travaillent non pas pour les intérêts des Africains, mais pour les intérêts des Occidentaux. C'est pour ça que la basse est née. C'est pour ça qu'on se bat depuis. Parce que les despotes, comme le grand-père Sadina qui est à la tête du Cameroun là, et tous là, Ali Bongo, regardez Ali Bongo aujourd'hui. Il est là, il est comme un zombie, mais il veut toujours être président. Il peut faire quoi en tant que président? Mais il veut toujours être président. Pourquoi? C'est cette maladie, cette folie du pouvoir là qu'on doit stopper chez nous en Afrique. Les petits pays, chacun petit président, on ne sait même pas à quoi ils servent. Ils ne servent strictement à rien. Et tout le budget qui est mis en place pour les entretenir, ils ne servent à rien. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Nous avons une dette, on dit une dette publique de plus de 12 000 milliards. Mais quand tu regardes le Cameroun, tu pleures. Il n'y a même pas l'électricité dans une ville en une journée. On coupe l'électricité comme si, je ne sais pas. Pas d'eau potable. Quand tu regardes l'eau qui sort des robinets, tu as peur. On a encore le choléra au Cameroun. On a encore le choléra dans nos pays. On n'a même pas pu combattre le paludisme. À quoi servent donc ces présidents si ce n'est à bouffer l'argent du pays? C'est pour ça qu'il faut réellement les États-Unis d'Afrique. Comme ça, on aura un seul président. Avec des gouverneurs. Ce n'est que comme ça que l'Afrique pourra enfin démontrer une réelle domination aux yeux du monde. Ce n'est que comme ça. Tant que l'Afrique ne va pas comprendre ça, on aura encore beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Voilà, effectivement, Rachida Mahmoud. Il est resté président à vie et il est en train de préparer son fils. Ils vont introniser son fils bientôt comme président de leur parti politique et c'est son fils qui risque de se présenter à la présidentielle, à une présidentielle prochaine. C'est-à-dire dynastie. On doit retirer ça de la tête des Africains. Le pouvoir ne vous appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple. Voilà donc la préoccupation que j'avais aujourd'hui. J'ai posé les questions et je veux comprendre comment est-ce que la CEDEAO va procéder. Donc la CEDEAO va éliminer les Nigériens. Ils sont toujours là, ils sont prêts. Nous sommes tous prêts. Vous allez nous éliminer comment? Vous allez faire comment? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez aller trouver celui que vous voulez mettre au pouvoir là en vie? Et même, vous allez finir, vous allez le protéger tout son mandat, hein? Ou bien c'est comment? Je ne comprends pas. Si vous réussissez votre coup, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est toute l'armée qui soutient ceux qui ont pris le pouvoir au Niger. Et je dis qu'il faut que chacun travaille pour une union réelle de l'Afrique. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, nous aussi, déposer notre pied sur cette planète. Tant que nous serons divisés par en petits pays là, en petits pays qui avaient été décidés à la conférence de Berlin de 1884 à 85, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'on vit selon les règles des autres. Est-ce que vous vous rendez compte? On vit aujourd'hui selon les règles des autres. Parce que si je suis Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas du ressort de l'Afrique, mais plutôt des Occidentaux qui ont décidé que c'est moi, je suis. Donc, ils ont décidé de mon identité. Tout comme ils ont décidé que je dois parler français. Ça doit s'arrêter. On ne peut plus vivre selon la volonté des autres. Parce que depuis des décennies, on vit selon leur volonté. Ça doit s'arrêter. Et c'est par là que tout doit commencer. Si on commence par supprimer ces identités-là, vous verrez qu'il y aura un réel changement. Voilà les gars, je pense que j'en ai terminé pour ce soir. Je vous invite à vous abonner massivement sur ma page Facebook La Grand-Messe. Parce que je ferai les directs là-bas désormais, puisque ma page-ci sur laquelle vous êtes
est restreinte. Que ce soit Marc Seigneur officiel, Marc Seigneur Ivoire officiel et Marc Seigneur officiel Alpha, c'est restreint par Facebook. Donc je vous invite à tous qui regardent ce live, abonnez-vous s'il vous plaît à ma page La Grande Messe. La Grande Messe, c'est sur Facebook. Si vous tapez La Grande Messe, vous allez voir. Voilà. Donc, sur ce, mes chers frères, vive l'Afrique unie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Passez une bonne journée à tous. C'était Marc Seigneur. Je reviendrai très certainement.